Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce 7 février, Prangin qui s'engage pour le climat, la personnalité de la côte 2018 et des bombers qui réchauffent. On en parlera avec le fondateur de l'association District, Raphaël Vian, et le parrain de l'association, Jolan Chabet. 44 tableaux numériques seront installés dans les collèges d'Étuyères et de Mauvernay à Gland. Objectif, proposer un enseignement plus dynamique et interactif. Pour ce faire, la municipalité demandera un crédit d'1 42 000 francs lors du prochain conseil communal. Les écoles de Gland sont en route vers le numérique. Après avoir doté l'établissement secondaire de grands champs en écran interactif et en réseau Wi-Fi professionnel, la commune de Gland propose de généraliser cette attribution à son établissement primaire. Effectivement, c'est un bilan positif qui est tiré de cette expérience. L'établissement et les enseignants sont tout à fait satisfaits. Ça correspond aux besoins des élèves de maintenant, de 2018-2019. Et nous souhaitons effectivement équiper l'établissement primaire des mêmes tableaux pour permettre un enseignement un peu plus dynamique, interactif et puis qui corresponde aussi aux besoins actuels des enfants et des élèves. Pour cette raison, lors de la prochaine séance du conseil communal, la municipalité sollicitera un crédit d'1 042 000 francs pour investir les collèges d'Étuyères et Mauvernay de nouveaux équipements informatiques. C'est 44 tableaux numériques que nous souhaitons implémenté dans l'établissement primaire, Tuyères et les 2 bâtiments de Mauvernay, et couplé à ça un équipement en borne Wi-Fi professionnelle, qui sont des équipements qui deviennent aujourd'hui nécessaires pour que l'enseignement puisse se dérouler de manière appropriée selon les nouvelles dispositions de l'état de Vaud. Et même si les bornes Wi-Fi sont une demande de l'État, pour la municipalité, ces équipements constituent avant tout une priorité pour répondre aux besoins éducatifs des élèves. C'est une éducation que l'on doit donner à nos enfants, à nos futurs citoyens, de s'approprier les équipements numériques, de s'approprier cette nouvelle façon de travailler, de réfléchir et de construire ensemble. Et il y a un enjeu pédagogique, c'est certain. Les enseignants doivent aussi faire des cours qui tournent autour de l'enfant et pas autour du tableau numérique. Donc c'est un outil supplémentaire. C'est pas l'outil principal et dans ce sens-là, ils apprennent comme avant on apprenait peut-être d'autres choses, taper à la machine, etc. Concernant le calendrier, une fois le préavis accepté par le conseil communal, les installations devraient débuter au mois d'avril au collège d'Étuyères avec la pose des bornes Wi-Fi et selon les congés et vacances scolaires des élèves. On commence par les Tuilières, ensuite c'est à Mauvernay et en 2020, il devrait y avoir les tableaux numériques et le Wi-Fi installés aux Tuilières. Et en 2021, ce sera les bâtiments de Mauvernay qui seront équipés définitivement. À noter qu'une demande similaire pour l'établissement des Perrerets fera l'objet d'un préavis ultérieur. La mère de famille à qui la ville de Nyon avait refusé la bourgeoisie devra être réentendue. Dans son jugement rendu fin janvier, la Cour de droit administratif et public exige que la municipalité nyonnaise procède à une nouvelle audition pour statuer sur sa demande de naturalisation. Contactée par la rédaction, la requérante exclut pour l'heure de se représenter. Florian Cavalery fait le point avec la présidente de la commission des naturalisations, Stéphanie Schmutz. Donc la CDAP a accepté le recours de Madame Scagno, renvoie donc son dossier devant la municipalité qui va devoir, si Madame Scagno bien évidemment le souhaite, refaire passer en examen de connaissances, en examen ces connaissances à Madame Scagno devant une commission, alors laquelle on n'a encore pas décidé puisqu'on l'a encore pas rencontrée. Alors du point de vue de la municipalité, finalement, c'est un retour à la case départ. Oui, effectivement, là, ça fait une année environ que les épouses Scagno passaient devant la commission de naturalisation. Ils auraient pu, comme on le proposait, repasser devant cette commission de naturalisation en révisant un petit peu leurs connaissances d'histoire, de géographie et de civisme. Là, en l'occurrence, pendant une année, il y a eu ce recours pendant la CDAP. Et maintenant, on en est à ce même stade. Alors finalement, c'est du temps, de l'argent perdu des deux côtés. Est-ce qu'on pourrait dire que suite à cette histoire, Madame Scagno est assurée de recevoir sa naturalisation ?
Il faut qu'elle se représente. Donc, nous, on pensait qu'elle pouvait y arriver déjà la première fois, hein, en se représentant dans la commission. Là, on lui demande de se repréparer à venir devant la commission. Ça va créer un dégât d'image pour la municipalité. Énormément de presse s'en était mêlée jusqu'au Conseil fédéral. C'est de l'histoire ancienne, enfin, avec cet arrêt. C'est d'histoire ancienne. Alors la CDAP reste assez floue, hein, sur le fond. En tout cas, elle ne se prononce pas sur les questions de commission, de questions posées, etc. Elle se prononce plutôt sur la forme. On pourrait presque dire que c'est dommage, mais oui, du coup, c'est d'histoire ancienne. Et puis, ça tombe aussi, on va dire, presque à point nommé, puisque cette année, 2019, c'est aussi la fin de la commission de naturalisation lyonnaise. Effectivement, nouvelle loi, nouvelle formule. Dorénavant, les commissaires, ceux qui souhaitent recevoir la naturalisation, je m'excuse de perdre mes mots, passeront un examen écrit avec des questions, réponses à choix multiples, questions qui sont sur le site de la ville de Nyon. Alors, début décembre, il reste à peu près une 60aine de dossiers en cours de naturalisation. 1 an, ça suffira pour recevoir tous ces candidats et statuer? On n'a pas le choix. On doit avoir fini d'ici la fin de cette année. Donc, mais oui, ça poursuit son chemin. Le nombre de dossiers diminue. Donc, on verra. Il y a peut-être des gens qui sont inscrits, qui doivent se représenter, qui viendront, ne viendront pas. Mais on arrivera à terminer d'ici la fin de l'année. Et la page sera définitivement tournée. Exactement. À l'heure où les jeunes manifestent pour le climat, Prangin s'allie également à la cause. Depuis le 1er janvier, dans le cadre de sa démarche globale en faveur du climat, Prangin s'engage à diminuer son empreinte environnementale et les émissions de CO2 sur l'ensemble de son territoire. Parmi les nombreuses mesures déployées, la commune incite les habitants à contribuer à cette action en leur accordant des aides financières. Florian Cavalieri. Alors, dans le cadre de sa démarche en faveur du climat, de l'environnement et de la qualité de vie, la commune de Prangin s'engage à diminuer l'empreinte carbone sur son territoire, c'est-à-dire à diminuer les émissions de CO2. Dans ce cadre-là, de nombreuses mesures sont déployées, les mesures de la commune étant importantes parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire au niveau local. Et parmi ces mesures, il existe des incitations pour que les citoyens pranginois agissent en faveur du climat. Alors concrètement, jusqu'à présent, il existait déjà un certain nombre de mesures mises en place par la commune. Et là, il y a toute une série de nouvelles mesures en faveur de ce climat. Alors qu'est-ce qui existait et qu'est-ce qui arrive maintenant en 2019 ? Alors, dans ce programme que nous appelons « Agir ensemble pour le climat », nous avons toute une série de mesures qui ont été mises sur pied depuis 2017 déjà, parce que nous avons une taxe qui nous permet de proposer ces subventions aux citoyens pranginois. Et parmi ces mesures, celles qui ont beaucoup de succès depuis un certain nombre d'années, c'est évidemment des mesures en faveur des subventions en faveur de la pose de panneaux solaires, des subventions en faveur de vélos électriques, des subventions en faveur d'audits énergétiques qui permettent aux citoyens de diminuer leur facture d'électricité, des subventions aussi pour les nouveaux frigos électriques efficients, par exemple. Mais nous avons, cette année, mis sur pied toute une série de nouvelles subventions. Justement, alors je m'excuse de vous couper, mais ces nouvelles subventions, elles sont très très larges. Alors ça peut être tant pour l'achat d'une moto électrique que d'une voiture électrique, ou bien pour participer à la création d'une centrale solaire citoyenne. On voit la panoplie est extrêmement large. Est-ce que vous pourriez m'expliquer une ou deux mesures et notamment me dire comment vous les subventionnez ? Très volontiers. Alors, ces nouvelles mesures, cette année, nous avons introduit énormément de mesures en faveur d'une mobilité durable, d'une mobilité qui émet moins d'émissions de CO2. Donc, parmi celles-ci, évidemment, des subventions, par exemple, pour lorsque des Pranginois achètent des voitures, des véhicules électriques. Ces subventions peuvent aller jusqu'à un montant de 2000 francs. Nous avons également des subventions en faveur, comme vous l'avez dit, lors de l'achat de motos électriques. Là aussi, c'est un pourcentage de la valeur de l'achat de la moto. Nous avons des subventions
également pour les abonnements de demi-tarif, pour les abonnements généraux. Et là encore, on a des montants qui sont remboursés en fonction de l'achat global de l'abonnement. Et puis, alors une nouveauté dont nous sommes particulièrement heureux, c'est justement des subventions pour les citoyens qui désirent s'engager en faveur du climat en achetant des parts sociales dans les centrales solaires solidaires. Voilà, et puis alors, pour pouvoir profiter de ces subventions, comment font les Pranginois? Ils viennent ici, au service de l'environnement, j'imagine? Absolument, donc il y a différents moyens de le faire. Déjà, nous avons un guichet virtuel, c'est plus facile pour beaucoup. Et sur ce guichet virtuel, sur le site de la commune, on peut cliquer sur Subvention énergie-climat et trouver toute une série de formulaires qui peuvent être téléchargés et qui permettent ensuite de faire une demande officielle à la municipalité pour obtenir ces subventions. Nous avons également la possibilité de venir sur place tous les matins, sur rendez-vous, à la Maison Fischer, comme vous le disiez. Et là, nous avons un accueil pour des personnes qui souhaiteraient avoir plus d'informations ou mieux comprendre comment remplir les formulaires et s'assurer qu'elles vont effectivement bénéficier de ces subventions. Ou tout simplement savoir quelles mesures prendre pour réduire sa consommation énergétique. Dernière question, j'imagine que tout cela a un prix pour la commune de Prangin. Est-ce que vous l'avez évalué? À combien estimez-vous le coût de ces nouvelles mesures offertes aux Pranginois? Oui, alors ces mesures sont bien évidemment, financées. Elles sont financées, comme ça se fait fréquemment, par une taxe sur l'électricité que nous avons mise sur pied il y a 2 ans, en 2017. L'ensemble des autorités a plébiscité cette mesure. Donc le conseil communal a accompagné la municipalité dans cette démarche en faveur du climat. Et ça nous permet de générer des montants de 200 000 francs environ par année qui peuvent couvrir les subventions souhaitée par les Pranginois. La chanteuse de Saint-Cergue, Sonia Grimm, est sacrée personnalité de la Côte 2018. De son côté, Léa Sprunger a reçu le prix de la rédaction. Retour en images sur la cérémonie. En fait, cette victoire, ça montre juste que vous êtes touchés par la cause. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui souffraient chez nous. Et c'est depuis que le livre est sorti que tous ces gens ont contact. Avec 374 votes, Sonia Grimm est élue personnalité de la Côte 2018 par les lecteurs du quotidien nyonnais. Derrière elle, Alioz avec 310 voix, puis la famille Trébou de Bassin nominée 303 fois. Un résultat serré puisque le podium s'est joué jusqu'à la dernière minute. Surtout pour entre la 2e et la 3e place. Mais c'est vrai que Sonia Grimm a fait la course en tête depuis le départ. Et c'est vrai que pour la 2e et la 3e place, eh bien, ça a eu, le classement a changé le dernier jour du vote. Ça me touche énormément parce que ça signifie que les gens se rendent compte qu'on a parmi nous des gens qui souffrent et que c'est important d'en parler. Et si on peut commencer à libérer la parole auprès des femmes et des hommes qui souffrent dans notre pays et auprès des enfants aussi, ce serait un immense pas en avant. La violence psychologique, elle est partout, tous les jours, elle est dans les familles, elle est à l'école. Et je suis vraiment contente de voir qu'on commence à la prendre en compte et en parler. C'est un grand soulagement pour moi. C'est le prix du courage. Je pense que c'est le prix d'une femme qui a osé dire les choses. Enfin, nous, on est très fiers qu'elle l'ait obtenu, mais c'est vraiment la décision des lecteurs. Pour sa 7e édition, la cérémonie était organisée mardi 5 février pour la première fois au Casino Théâtre de Rolle. Durant la soirée, petits fours, photos et discours dans une ambiance bon enfant et sympathique, à l'image du Cru 2018. On dit souvent que nul n'est prophète dans son pays ou encore moins dans sa région. Et puis je dois avouer que je suis très touchée par le travail que la Côte a fait depuis nos débuts. Ils ont toujours suivi. Ils disaient que ça fait déjà 10 ans, donc c'est vrai que c'est très important et ça commence justement par ta région. Les gens, quand ils te soutiennent et qu'ils te portent, ça te permet d'avancer, de garder courage et d'arriver peut-être ensuite comme nous jusqu'en France ou les Victoires de la musique l'année dernière dans la nomination. Donc voilà, c'est précieux. Oui, on est prêt pour le succès. On a déjà dû répondre à beaucoup de sollicitations, effectivement, mais c'est surtout le produit en général qui nous fait, qui est connu, et puis c'est ça qui a un peu plaisir. Léa Sprunger obtient le prix de la rédaction pour son titre de championne d'Europe du 400 mètres et en Pologne. Pour une course, la Ginginoise a pu compter, comme l'année dernière, sur son père pour la représenter.
En fait, on a un règlement qui veut que quand on est devenu une fois personnalité de la côte, on ne peut pas le revenir une deuxième fois. Et il se trouve que Léa Sponger était la personnalité désignée par le public en 2017 et qu'en plus elle a fait son plus bel exploit en 2018, donc on était un petit peu embêtés. Elle n'avait pas le droit de concourir et du coup on a trouvé qu'elle méritait quand même une mention et c'est la rédaction qui lui l'a attribuée. Plus je m'avance, plus tu t'éclates. Côté musique, c'est évidemment le groupe nyonnais Alios qui s'en est occupé en offrant un doux moment de complicité et de partage avec le public. Des bombers qui réchauffent, c'est le projet de Raphaël Vian, fondateur de l'association District basée à Nyon. Dès le 16 février prochain, 5 bombers ou blousons neufs seront accrochés et mis à disposition des personnes démunies sur les fontaines de Nyon. On en parle avec vous, Raphaël Vian, et accompagné de Jolane Chabé, parce que vous avez financé ce projet. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. Raphaël, expliquez-nous donc, on vous connaît pour ces bombers, vous étiez déjà venu, ou plutôt on vous avait montré en reportage dans l'émission. Donc ces bombers, ils ont des histoires, ça a plutôt pris et bien pris. Et là, vous apportez une nouvelle histoire avec ces bombers qui réchauffent. D'où vous est venue cette idée finalement? C'est assez simple. L'association a pour but de valoriser les histoires et les initiatives de quartier. Très vite, quand on pense au quartier, on pense à l'ensemble des habitants, des personnes qui y travaillent, des personnes qui y vivent, mais aussi les personnes qui y passent et que parfois la vie a mis un peu de côté. Et un quartier, c'est la somme de ces cultures-là. Et l'objectif de l'opération Les Bombers qui réchauffent, c'était vraiment de pouvoir les intégrer dans cette culture de quartier et leur dire on est tous ensemble, sans distinction d'origine, de croyance, de revenus. Donc c'est pour ça que l'association va offrir ces 5 bombers qui réchauffent aux personnes démunies, aux personnes qui ont froid, le 16 février prochain. Donc les bombers, si jamais pour les personnes qui nous regardent, c'est le blouson que porte Raphaël sur lui, c'est ça? Exactement, voilà. Justement, Jolane Chabé, vous avez décidé de financer son projet, vous le soutenez à 100%, pourquoi? Évidemment, alors déjà, nous et notre entreprise CB Transimo, on a l'habitude de soutenir des projets de la région, locaux, et Raphaël est du même quartier que nous, arrive, et il est venu chez nous, et ça nous a pris 5 secondes pour adhérer totalement à son projet et le soutenir un maximum. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a convaincu en 5 secondes finalement? Il est dynamique, et c'est dans une logique de rendre à la communauté, d'aider son prochain, et pour nous, c'est quelque chose qui nous fait vibrer. Tout simplement. Ça a l'air si simple, vous dit comme ça, Raphaël, mais pourtant c'est du travail qu'il a fallu mettre en place, aller chercher aussi plusieurs fonds. D'ailleurs, si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez le faire. C'est exact. Pour l'instant, sur Internet, il y a une campagne de financement participatif, c'est-à-dire que le projet est ouvert à tous. Il y a pratiquement 60 personnes qui ont déjà participé, donc c'est quelque chose qui est juste incroyable pour l'association. On voit qu'on a des super retours, et notamment, je rejoins ce que dit Jolane, et j'ai envie de dire l'initiative Les Bombers qui réchauffent reçoivent un accueil absolument incroyable en termes de feedback positif. Et comme l'a dit Jolane, effectivement, en 5 secondes, on a eu des accords, mais l'atelier qui produit Les Bombers a aussi joué le jeu jusqu'au bout, en diminuant les coûts, en diminuant les délais. Donc non, c'est un super projet collectif. Ouais. Ces habits qui sont partagés et neufs, aujourd'hui, c'est un réel mouvement de société. Plusieurs pays comme le Portugal ou le Canada ont le même projet. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre de démarche, Raphaël? Alors, très personnellement, c'est le côté aller à la rencontre des gens. Et typiquement, les bombers vont être mis dans la rue, là où malheureusement les personnes démunies peuvent passer le plus de temps. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre, c'est d'aller vers eux. C'est pas de leur dire on a quelque chose, venez à nous, venez le récupérer. Là, c'est vraiment cette démarche d'aller à la rencontre de l'autre. C'est un projet qui est extrêmement lié à la cohésion sociale, au fait d'être sur le terrain, d'augmenter les interactions entre les personnes du quartier. Et c'est ça, c'est d'aller vers l'autre. Si en plus on peut être utile et leur offrir quelque chose d'assez unique, c'est vraiment top. Ouais. Jolane, vous n'avez pas encore adopté le Bombers, pourquoi? Pas encore, parce que déjà, c'est pour les gens qui en ont besoin et que Raphaël aide à travers son projet. Et pour nous, c'est très important la proximité. Nous, on voulait aussi investir de notre temps, donc on a participé
aux efforts avec lui. Et ça, on est très fiers de ça. Vous irez de vos petites mains accrocher les bombers sur ces fontaines? Oui, s'il a besoin d'aide, avec plaisir. Comment ça va se passer justement cette mise en place des bombers, Raphaël? Est-ce qu'on pourra les trouver quand, comment? C'est très simple, donc ça sera le 16 février dans le quartier de Rives. C'est très simple, ça va être une opération qui va se dérouler sur une journée de 7h à 17h ou 18h. Les 5 bombers seront accrochés à 5 fontaines. Donc on viendra effectivement avec nos petites mains, avec les personnes qui veulent venir nous aider à les accrocher. Il y aura évidemment une affiche à côté de ces bombers pour expliquer le concept. Il y a eu quelques remarques en disant est-ce que vous n'avez pas peur que les bombers soient pris ou volés. Ouais. Moi, ma remarque, ça serait, permettez-moi, jusqu'à 17h finalement. C'est à partir de 17h qu'il commence réellement à faire froid, donc pourquoi les enlever? Alors, si on prend 7h du matin, moi je vous dis, je pars de chez moi jusqu'à la gare tous les matins à 7h et on est dans les -2, donc il fait relativement froid. Non, c'est qu'on a voulu avoir une tranche qui est en fait où on peut demander typiquement aux commerçants de pouvoir contrôler un petit peu de visu si finalement l'opération se passe bien, s'il n'y a pas des gens qui se posent des questions, où on peut leur répondre. Donc l'idée c'est d'avoir quand même des horaires où les commerçants ou les passants sont là pour pouvoir expliquer. Et puis c'est ce que je vous disais hors antenne, c'est que tout est jouable. Si on voit qu'à 17h, il y en a encore, on prolongera. Mais c'est l'idée, c'était d'avoir quand même une tranche horaire raisonnable, on va dire. Et puis le bomber, c'est votre produit phare, votre produit à vous finalement, pourquoi? Intemporel, un produit intemporel. J'attire l'attention sur le fait que District, c'est une association qui fait des bombers, mais ce n'est pas une association de mode. Rien à voir avec le textile. Typiquement, je n'y connais rien Là, on voit textile. les premiers que vous aviez fait avec un artiste de la région, on les voit à l'image. Donc ça, c'est aussi, par exemple, des histoires que vous voulez continuer à mettre en avant avec ces bombers. Alors, tout à fait. Le District, c'est une pluralité d'initiatives. On est là pour communiquer sur les bombers qui réchauffent, mais effectivement, on raconte d'autres histoires du quartier. Et pour revenir sur la question sur les bombers, c'est cette notion d'intemporel. On ne veut pas que ces bombers soient à la mode. Puisqu'ils sont intemporels, ils ne sont jamais à la mode. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une mise en avant de l'histoire qui est racontée à l'intérieur de ces bombers-là. Jolane, vous qui avez financé ce projet, c'est que finalement, vous y croyez? Vous croyez qu'un objet peut finalement fédérer et rassembler des gens? Alors totalement, oui. Évidemment, on a cru au projet, mais c'est aussi la démarche. La démarche d'aller vers les autres et d'aider son prochain qui nous a vraiment touchés. Après, cette année, c'est 5 bombers. Mais comme il a dit, de par sa démarche de crowdfunding pour l'année prochaine, il m'a dit discrètement, si je peux en faire 100, j'en ferai 100. Alors, c'est peut-être un objectif je peux en faire 200 assez aussi. grand. Ouais, l'objectif, c'est de faire toujours plus loin et même peut-être étendre le projet ailleurs, Raphaël. Le but, c'est pas le volume pour le volume. Le but, c'est de faire c'est de développer l'opération de façon significative, mais de façon aussi sensée. Donc le but, c'est pas de dire on en a 5 aujourd'hui à Rives et on va en faire 10 ou on va en faire 15 à Rives. Non, l'idée, c'est peut-être de conserver 5 à Rives et puis d'en avoir 5 à Pertente, d'en avoir 5 à la Redoute. C'est vraiment l'idée, c'est qu'ils se déploient de façon géographique plus que dire je passe de 5 à 100 à Rives, quoi. 5 bombers seront donc accrochés à partir du 16 février sur les fontaines de Nyon. Retenez bien. Et puis on aura l'occasion peut-être de revoir Raphaël, vu que vous avez plein de projets en cours. Merci en tout cas, Raphaël, Jolane, d'avoir été avec nous et bonne suite à vous. Merci beaucoup. On vous emmène à présent en balade avec notre nouvelle série consacrée au plus célèbre des petits trains rouges du District, le Nyon-Saint-Cergue. Rodolphe Henner vous emmène en balade à la rencontre du métier de mécanicien de locomotive. Pour aller à la rencontre des mécaniciens de locomotives du Nyon-Saint-Cergue, il faut se lever tôt. Tandis que la gare de Nyon est encore vide, Loïc Schnebly vérifie le matériel roulant et se prépare pour la sortie du premier train de 5h22. Compris, contrôle fonctionnement avec la 305 sur la voie 3, Nyon répond. Pour commencer notre journée, on fait la préparation de nos trains. Donc on ouvre d'abord la gare, où c'est nous qui nous en occupons aussi. Et puis après, on prépare les trains on fait les tests de frein, on les enclenche, histoire qu'ils chauffent, parce que les vieux trains mettent un petit peu plus de temps à chauffer que les nouveaux. Et puis on fait en sorte que les véhicules soient prêts à rouler justement pour l'exploitation dès 5h22, donc dès le premier train qui part de Nyon. Un métier parfois difficile, mais qui permet de redécouvrir chaque jour les paysages de notre district. On voit des beaux paysages. Après, il y a des matins un peu plus compliqués. Là, il fait un peu froid. Des fois, on a un petit peu de gel sur la caténaire. C'est des fois un peu dérangeant pour nos trains. Après, là, on a de la chance. Ça a l'air d'être assez dégagé.
Donc on a une belle lune en plus. Je pense que ça va être sympathique aujourd'hui. Sympathique à n'en pas douter. Mais avant que le soleil se lève, il faut encore percer la nuit hivernale. Prochain arrêt sur demande, Gibrin. Après un retour à Nyon, nous repartons à bord de l'une des nouvelles locomotives avec Diego Campoy, qui se souvient de son arrivée dans l'entreprise. Un peu par hasard, puis aussi parce que quand on est gamin, je voyais le train monter. J'ai souvent pris ce train quand j'étais en cours d'école. Et puis, quand j'ai postulé, on m'a pris. J'ai dit, voilà, top, c'est génial, quoi. Et puis, ça peut, par an. Comme promis, le jour finit par se lever alors que Cédric Owen nous emmène vers Saint-Cergue. C'est alors toute une région qui s'illumine. Les montagnes, la région dans laquelle on vit, je crois que c'est quand même quelque chose qui m'a toujours plu. Et puis, pouvoir en profiter au travail, c'est quelque chose d'agréable. Si on peut prendre le temps de profiter justement de tout ça, après le stress, il faut aussi apprendre à le gérer, ça fait partie du métier. C'est des fois les horaires réguliers, ce qui peut être contraignant, mais je crois que finalement on s'y fait un peu. Voilà, ça fait partie du travail aussi. Mais avant d'en arriver à être seul aux manettes du Nyon Saint-Cergue, il faut évidemment passer par une formation de 6 mois. C'est le cas de Corentin Gros. Là, ça fait déjà bientôt 5 mois que je suis en formation pour le train. Il me reste encore à peu près 1 mois de formation avant de passer le permis pour conduire le train. C'est obligatoire de faire un test médical. C'est sûr que si à ce niveau-là, si le candidat n'est pas apte, alors il ne sera pas engagé. Et un test psychotechnique aussi. Donc là, aussi pareil, s'il n'est pas apte, il ne sera pas engagé. Donc ça se fait avant l'engagement. Après, pendant la formation, ça peut arriver effectivement qu'un candidat, mais c'est très rare, doivent arrêter. Ça peut arriver aussi de par lui, en fait, parce que tout à coup, il se rend compte que non, c'est pas ce qui lui convient. Je lui dis tout ce qu'il fait pas juste, on va dire. Mais après, c'est plus des conseils, parce qu'il a déjà une bonne base, là, maintenant, ça fait déjà bien 5 mois qu'il est là. Alors, du coup, je lui apprends vraiment comment rouler avec le train. Comment rouler en restant attentif à tous les dangers. Au Nyon Saint-Cergue, ils sont 28 à conduire chaque jour ou occasionnellement les locomotives. Et ils ne s'en lassent pas. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment la ligne, elle est super sympa. Bon, il n'y a que 27 km, certes, elle n'est pas super longue, mais ça change tout le temps, le paysage il change tout le temps. À un moment donné, on est en plaine, et puis tout d'un coup, on est en montagne. Ça, c'est vraiment génial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.